Ils ont sauvé comme ça des centaines. Plus de 400 personnes ont réussi grâce à eux à passer la zone libre. C'est important de rappeler qu'il a reçu la médaille de la résistance à titre posthume pour ses actes plus ou moins passifs. C'était un résistant qui avait pas une arme, oui, mais qui a aidé les gens à s'enfuir, qui a aidé les gens à améliorer leurs conditions. D'ailleurs, à un moment, on lui a proposé, lui, de passer la ligne de démarcation, mais il a refusé. Il a refusé, il voulait pas abandonner sa communauté. Nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Yves Sichel. Jean-Yves, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs, je souligne à nos auditeurs que vous êtes vous-même professeur, chef du département ORL à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem, mais vous êtes un proche, un membre de la famille du rabbin Eli Bloch. Alors d'abord, vous allez nous définir qui était Eli Bloch pour vous ? Alors, d'abord, c'était le fils du grand rabbin Joseph Bloch. En tout cas, la communauté ashkénaze de France connaît encore très bien, vu que c'est lui qui avait rédigé, édité la Tfila Bloch, aussi la Haggadah Bloch, aussi, enfin, ça s'appelait la Shaare Tfila à l'époque, mais enfin, c'est resté le nom de Tfila Bloch, et la Haggadah, et aussi le calendrier. Et ce grand rabbin Joseph Bloch avait 3 enfants, le rabbin Eli Bloch, dont on parle actuellement, et encore 2 filles, des jumelles, dont une des 2, André, était ma grand-mère. Donc le rabbin Eli Bloch était l'oncle de mon père, et relativement proche, évidemment je ne l'ai pas connu vu qu'il a été assassiné à Auschwitz, mais le frère de ma grand-mère et de la sœur de ma grand-mère. Alors effectivement, donc c'est une famille, on va dire, une famille de rabbins célèbres on va dire, dans le paysage rabbinique d'Alsace en particulier, puisque je pense que c'est à Haguenau, ou dans quelle ville la famille était installée ? Alors après la guerre, on était à Haguenau, tout à fait. Et mon arrière-grand-père a été à Haguenau chez mes grands-parents après la guerre. Il avait beaucoup souffert du décès de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille. Et donc, après la guerre, a été habité avec mes grands-parents. Et il dirigeait la communauté de Haguenau et la belle synagogue qui était à l'époque rue des Juifs et qui est maintenant, bien qu'elle soit plus tellement fréquentée, rue du grand rabbin Joseph Bloch. La rue a reçu le nom du rabbin. Alors on voit à l'écran une photo du rabbin Eli Bloch, Zichrono Livracha, de son épouse. Je vous demande à nos amis de nous montrer cette photo du rabbin Eli Bloch, de son épouse et de sa petite fille, qui ont donc été tous les 3... Georgette Samuel et Myriam. Myriam qui ont été donc Samuel, oui. Qui ont été assassinés en décembre 1943. Alors qui était le rabbin Eli Bloch ? Quelle était sa personnalité ? Alors c'est marrant, on en parle beaucoup quand on lit, quand on entend. C'était une personnalité très concernée par les autres. C'est-à-dire, il était plus, on s'en rappelle plus comme quelqu'un qui s'est occupé énormément des Juifs qui ont été envoyés à l'époque dans la région de la Vienne, au Poitou, au début de la guerre. Et sa personnalité était connue qu'il voulait aider les gens qui avaient des problèmes, les gens pauvres. Et il a même commencé au début de sa carrière à apprendre le tissage. Il voulait être ouvrier, rentrer dans la condition ouvrière, et puis jusqu'à qu'il comprenne que c'était pas vraiment pour lui, et qu'il a fait l'école rabbinique rue Vauquelin, mais il avait une sensibilité de gauche, je dirais au sens noble du terme, c'est-à-dire aider les gens dans le besoin, aider les gens pauvres. Et il s'est révélé vraiment pendant la guerre, comme on va en discuter, comme il s'est occupé de milliers de personnes, en fin de compte, de centaines de milliers de personnes, les aider jusqu'à que lui-même en subisse les conséquences et soit déporté. Oui, là on voit une jolie photo. Au milieu, c'est le rabbin Eli Bloch. À gauche, c'est ma grand-mère, André Sichel. Et à côté, à droite, sa sœur jumelle, fausse jumelle, d'ailleurs ça se voit, Angèle Dreyfus.
qui est on en discutait, la grand-mère de Dan Schwarz-Fuchs, qui avait aussi écrit un article. Voilà, effectivement, on voit cette photo avec votre grand-mère et sa sœur jumelle, et donc le rabbin, si on peut voir la photo, si on peut demander à nos amis de la technique de montrer la photo, qu'on puisse la voir. Donc effectivement, le rabbin Eli Bloch, lorsqu'il était jeune, on peut parler de lui véritablement comme un résistant, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il a créé une communauté à Poitiers, alors que Poitiers, en fait, il faut le souligner pour nos auditeurs, c'était la zone occupée, c'était pas loin, on n'était pas loin de la ligne de démarcation, mais c'était la zone occupée, et donc il a créé une communauté, lui qui était rabbin jusque-là à Metz en particulier, rabbin de la jeunesse à Metz avant la guerre, il a créé une communauté, il a réussi à faire vivre une communauté pendant la guerre, c'est cela ? C'est ça. Alors, il faut se rappeler qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace était au niveau du front, et la population, pas seulement juive, mais là, une grande partie de la population a été évacuée à d'autres endroits à cause des dangers de la guerre, et la communauté juive a été évacuée en Charente, dans le Poitou, et il se trouve, enfin c'est ce que j'ai lu, je ne me rappelais plus, que depuis 5 ou 6 siècles, il n'y avait pas une seule communauté juive dans le Poitou. Oui. Et donc, il y a 2 000, 3 000, 4 000 juifs qui sont retrouvés à cet endroit-là, sans synagogue, sans cacheroute, sans chochet, sans moël, sans chazan, sans rien. Et il a été envoyé pour les aider, pour être plus ou moins l'aumônier de cette communauté. Et il a créé, au début, de rien, c'est des offices. Il a fallu trouver un shochet, mais ça n'a pas été si facile. Au début, les gens pratiquants ne mangeaient que du poisson, des œufs au niveau des protéines, et organiser des shiurim pour les plus petits. Donc, il a créé de rien une communauté. Au début, c'était le problème, jusqu'à ce qu'on va en discuter évidemment, jusqu'à qu'il y ait le camp d'internement ou le camp de concentration, comment on l'appelle, à Poitiers. Mais au début, il était... Alors c'est ça, il faut souligner qu'il y a eu à Poitiers un camp d'internement, un peu comme à Pithiviers, Bonne-la-Rolande, ces camps d'internement qui étaient des camps qui fournissaient, si je puis dire en ces termes-là, à la police française ou aux nazis, un réservoir humain qui leur permettait d'acheminer les juifs vers Drancy, et de là vers la déportation. C'était, on va dire, c'était le parcours quasiment unique de ces juifs. C'est ça. Donc c'était un camp qui était un camp d'internement où il y avait également des tziganes et des juifs, et des conditions déplorables. Et ce qui est intéressant, dans les archives, on retrouve les lettres que le rabbin Eli Bloch envoyait à l'administration, envoyait au préfet. Il avait absolument pas peur de se mêler, de se mettre lui-même en danger pour râler, pour critiquer ces conditions. On dit il y avait des enfants, des vieillards, et on a, bien que l'administration était foncièrement antisémite, ils ont organisé des rafles. Il a réussi à faire évacuer des dizaines d'enfants de ces camps, de les placer dans d'autres maisons ou dans des familles. C'est-à-dire que même par ses lettres et par ses protestations et par son action permanente, il a réussi à faire sortir des gens. Petit à petit, évidemment, les conditions, malheureusement, se sont dégradées. Il y a eu les déportations. Et il organisait de la nourriture, des habits, tout ce qu'il pouvait pour les interner de ce camp. Et c'était l'interface avec l'administration, et il avait absolument pas peur de critiquer, d'envoyer les lettres et d'aller voir des gens qui étaient une fois de plus foncièrement antisémites. Il est travaillé aussi avec un aumônier catholique, le père Fleury, avec lesquels ils ont travaillé ensemble pour sauver des vies. Exactement. Alors ça, c'est important de le rappeler. Il y avait le père Jean Fleury qui était, lui, l'aumônier pour les tziganes. Ah. Et ils ont tout de suite sympathisé et coopéré, et avec le temps ils ont créé une filière pour aider les gens à passer la ligne de démarcation et passer en zone libre. Et ils ont sauvé comme ça des centaines. J'ai lu plus de 400 personnes ont réussi grâce à eux à passer la zone libre. Et c'est important de rappeler qu'il a reçu la médaille de la résistance à titre posthume pour ces actes
plus ou moins passif. C'était un résistant qui avait pas une arme, oui. mais qui a aidé les gens à s'enfuir, qui a aidé les gens à améliorer leurs conditions. D'ailleurs, à un moment, on lui a proposé, lui, de passer la ligne de démarcation, mais il a refusé. Il a refusé, il voulait pas abandonner sa communauté. Il était tellement important pour eux. Et on en parlera après, même quand il a été à Drancy même, il a essayé de continuer à aider les gens dans le camp. Il a organisé un seder de l'année 43 pour sa famille, bon, et pour les gens. Donc il était extrêmement impliqué dans l'aide. Il a été après le représentant de l'AGIF, c'est l'UGIF, l'organisation des Israélites, des Juifs générale des Israélites de France, qui a été créée par le gouvernement de Vichy. Il y a pas mal de discussions à quel point c'était bien ou pas bien pour les Juifs. Mais il a organisé des colis pour des dizaines d'endroits différents, pas seulement le camp de Poitiers. Ils ont réussi à organiser plus d'1 millier de colis et de distribuer à énormément de gens. Il ne savait pas refuser quand on lui demandait de l'aide. Alors comment a-t-il été arrêté ? Et à partir du moment où il a été arrêté, quel a été, on va dire, le parcours qu'il a fait? C'était Poitiers, Drancy et de l'Auschwitz. C'est ça, exactement. Alors, sa femme a été dénoncée. Alors, on ne sait pas si c'est une dénonciation fictive. Elle aurait utilisé une cabine téléphonique à une heure où c'est interdit pour les Juifs. Donc, sa femme a été internée dans le camp de Poitiers. Et on dit que les Allemands en avaient marre de lui parce qu'il était beaucoup trop actif et il les dérangeait. Donc ils ont cherché un prétexte pour interner sa femme. Sa femme a été internée pendant un certain moment. Elle a écrit une lettre assez d'ailleurs triste. Garde bien, occupe-toi bien de notre petite fille, des choses comme ça. Et lui a continué son travail à aider les Juifs internés dans ce camp. Et bien entendu sa femme. Et au bout d'un moment, ils ont dit, allez, ça suffit. Il était interné, lui aussi, et sa fille ont été internés. Et ils sont restés quelques temps. Puis, il a été transféré à Drancy, où il est resté quelques mois. Et de Drancy, évidemment, il a été malheureusement déporté en décembre 43. Et pour Auschwitz, il semblerait qu'ils ont été tués immédiatement en arrivant. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés. Et on en discutait, il y a une lettre poignante qu'il a écrite à ses parents. Effectivement, je voudrais vous proposer cette lettre, elle est en votre possession. C'est une lettre manuscrite du rabbin Eli Bloch, la dernière lettre du rabbin Eli Bloch, écrite le 16 décembre 1943, à la veille du départ du rabbin Eli Bloch, de son épouse Georgette et de leur fille vers Auschwitz. Ils ne savaient pas exactement apparemment où ils allaient. Je vous propose de lire cette lettre, mais bien chère. Daniel, la question se pose s'il ne savait pas ou s'il savait, mais il n'a pas voulu inquiéter. Il n'a pas voulu inquiéter, on ne sait pas trop, parce qu'elle est tellement optimiste, malheureusement, cette lettre, qu'on se demande s'il était lui-même dupe de ce qu'il écrivait. C'est ça, parce qu'effectivement, cette lettre, elle est très optimiste. On va en lire de larges extraits, mais bien chère, cette lettre pour vous annoncer une nouvelle à laquelle vous vous attendiez sans doute et qui, je pense, ne vous surprendra pas trop. Nous quittons demain matin. Nous partons dans les meilleures conditions grâce à vos 3 colis. Nous avons tout ce qu'il faut pour supporter n'importe quelle température. Idem pour le ravitaillement. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous partons avec un groupe qui comprend nos meilleurs amis, dont je pense les Boers et les membres de l'UGIF. Le voyage sera donc le plus agréable possible. On nous a donné l'assurance que nous irions dans un camp en Allemagne et non pas en Pologne. Quant au moral, inutile de vous dire qu'il est excellent. De notre côté, tout est pour le mieux. Ne vous faites pas trop de soucis en ce qui me concerne. Il y a une chose qui compte en ces instants, c'est de tenir pour que nous puissions nous retrouver en pleine santé. Encore une fois, papa et maman, ne vous rendez pas malade à cause de nous. Dieu permettra très bientôt de nous retrouver. Il faut que nous fassions l'impossible pour que ce soit dans de bonnes conditions. Je vous embrasse de tout cœur. À bientôt. Votre Eli. Une lettre, donc, la dernière lettre du rabbin Eli Bloch à ses parents, le grand rabbin Joseph Bloch et son épouse. Donc, le 16 décembre et le lendemain, donc, ils ont pris le convoi qui les dirigeait vers Auschwitz et apparemment, d'après ce que l'on sait, donc, comme vous nous le disiez, ils ont été assassinés immédiatement. Comment cette lettre vous est arrivée, Jean-Yves ?
Eh bien, c'est mon père qui l'a gardé, et puis pendant des années dans son appartement à Paris, et puis il m'a demandé maintenant d'en prendre soin. Elle était dans un coffre pour surtout qu'elle ne se perde pas. Il m'a dit, bon, il est plus tout jeune, je préfère que c'est toi qui l'aies, et donc elle est dans mon bureau à Ramoth, à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est aussi de rappeler que le rabbin Eli Bloch était profondément sioniste. Son rêve était de venir en Israël. Il a dit après la guerre, enfin c'est pas écrit dans cette lettre, on ira en Palestine. C'était pas Israël, c'était la Palestine. Et mon père me racontait, je discutais de ça un peu hier, que pendant le Seder de Pessah, il chantait sans s'arrêter le Shana Abba Birushalayim, et il s'arrêtait pas, il s'arrêtait pas. Et on peut voir une revanche sur le sort que tous les descendants, sans exception, des deux sœurs qui sont restées, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants, sont maintenant en Israël. Lui, il n'a pas eu ce mérite, il n'a pas eu cette possibilité, mais toute la descendance du grand rabbin Joseph Bloch, qui est resté en vie, se retrouve maintenant en Israël. Eh bien, effectivement, c'est probablement la plus belle des revanches sur la barbarie nazie et sur la mort du rabbin Eli Bloch. Je vous remercie beaucoup, professeur Jean-Yves Sichel, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir ainsi permis de rendre hommage au rabbin Eli Bloch, le fils du grand rabbin Joseph Bloch, le rabbin Eli Bloch assassiné à Auschwitz avec son épouse et sa petite fille au mois de décembre 1943. Merci encore Jean-Yves d'avoir été avec nous ce matin en cette veille du Yom HaShoah. À bientôt. Merci Daniel d'avoir rappelé ce souvenir et Shenishma Besurot Tovot, comme on dit. Voilà, effectivement. Merci beaucoup.